On est déjà à l'heure des bilans. En tous les cas, on essaie de voir si l'année 2008 restera dans notre mémoire comme un grand cru, je ne sais pas, et voir un peu comment l'année 2009 pourrait peut-être se présenter en essayant de l'améliorer toujours. Alors, c'est pour ça qu'on se fait des vœux en début d'année. Nos spécialistes journalistes aujourd'hui avec lesquels on va regarder ce passage de l'année 2008 vers 2009, Jean-Claude Leclerc, du Devoir, toujours. Toujours, professeur, oui. toujours en aussi, journalisme, oui. David Finn, rédacteur en chef d'Aujourd'hui Credo. Bonjour. Oui, bonjour. Et Lamine Foura, qu'on a reçu tout récemment, toujours intéressé par le dialogue, entre autres, islamo-chrétien, mais journaliste aussi. Bon, alors, on fait ça en quelques minutes, donc on va essayer d'être précis, bref, concis, mais il y a des événements qui reviennent dans chacun de vos rapports. Jean-Claude, peut-être, commençons. Quels sont les événements là, qui nous resteront en mémoire et qui ont été marquants aussi, importants? C'est difficile de savoir ce qui va rester dans les années, mais il y a eu comme un point tournant sur certaines questions. Du côté de l'Église catholique, par exemple, les voyages du nouveau pape aux États-Unis, en Australie, où il a présenté des excuses aux victimes des incidents de pédophilie. Bien sûr, l'Église catholique n'a pas le monopole de ces tragédies-là, mais ça avait été mis en relief, bien, notamment aux États-Unis. Ça avait attiré l'attention de partout, puis on se demandait si Rome allait intervenir ou pas. Déjà, le pape Jean-Paul II avait initié un peu la réaction, mais ça semblait ne pas préoccuper grandement les autorités. Et là, avec le nouveau pape, là, c'est clair qu'il y avait là une question majeure, non seulement de moralité, mais de justice à l'endroit et c'est important parce que ces tragédies qui sont cachées, qui sont secrètes, dont on a honte, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense. Et ça touche toutes les communautés, tous les pays. Une avancée vers la transparence, en tout cas, Exactement. qui est intéressante. Exactement. Vous parlez aussi, dans les événements retenus, du schisme chez les anglicans. Donc, dans le domaine religieux, il y a cet événement-là aussi. C'est un événement important à l'échelle planétaire également, parce que l'anglicanisme, bien sûr, a commencé en Angleterre, comme le mot le dit, mais s'est répandu en Amérique du Nord et ailleurs sur la planète, et notamment en Afrique. Alors, il y a de grandes églises anglicanes partout qui se sont divisées sur la question de l'ordination des femmes, mais ça n'a pas provoqué de grands schismes, mais on sentait déjà une tension. C'est la question de l'homosexualité, du mariage reconnu pour les homosexuels, l'accès d'homosexuels au clergé, puis éventuellement à l'épiscopat. Alors là, ça a créé des tensions profondes à l'intérieur de chaque pays, mais aussi entre pays. Oui, oui, il n'y a pas tout à fait encore un schisme, mais ça s'en vient. Oui, effectivement, la crise à l'intérieur de la confession anglicane est certainement un des événements majeurs. Ça touche des valeurs, hein, ou des conceptions. Bien, ça touche beaucoup, ça touche effectivement les questions que dont Jean-Claude parlait, qui est l'accession à la consécration à l'évêché pour les personnes homosexuelles, mais ça touche aussi à la conception du pouvoir. Qui est-ce qui prend les décisions? Est-ce que c'est l'archevêque de Canterbury? Est-ce que c'est les églises locales, les églises nationales? Est-ce que ce sont les évêchés, les évêques? Donc, il y a tout, et aussi, il y a toute la question du pouvoir du Nord et du pouvoir du Sud. On sait qu'actuellement, là où les églises sont en croissance, c'est dans le Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, et l'Église anglicane a des diocèses très populeux en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, c'est là que ça bouge. Alors, ça touche beaucoup. Ça touche la question de l'ecclésiologie aussi. Alors, c'est certainement un des points majeurs. Moi, j'ajouterais, par exemple, aussi, bon, il y a eu plusieurs choses, les Jeux olympiques de Pékin, les ouragans en Haïti, bien sûr, les guerres au Nord Kivu et en RDC et au Zimbabwe. Au Congo. Et au Congo. Mais, je dirais, les deux crises, la crise alimentaire du début d'année, qui n'était que qui était le prémisse d'une crise qui est devenue financière, qui est devenue économique. Tout ça, ça se tient aussi à cause du jeu de la spéculation
à cause de la cupidité, à cause, encore une fois, de l'emprise de l'économie par les puissants de ce monde et l'emprise de l'alimentaire, de ce qui nourrit les peuples par les puissants de ce monde. Donc, et cela touche nos valeurs aussi, là. Il y a une réflexion qui doit se faire. Il y a beaucoup de choses, on a dit, sur les crises financières, notamment sur un certain retour de l'État. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les années qui viennent, mais plusieurs grands financiers et plusieurs hommes politiques ont dit, bien là, depuis plusieurs années, depuis 20 ans maintenant, on a déréglementé. Ce serait peut-être maintenant là, le temps pour les gouvernements, pour les États, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde financier pour ne pas arriver à ce genre de catastrophe. On a parlé aussi d'un retour de l'éthique dans les affaires. Est-ce que ça va vraiment arriver? Je ne sais pas, mais ce sont des questions qui se sont posées. Alors effectivement, ça touche les valeurs de comment vivre comment vivre en société, mais comment utiliser ce qui nous est donné, comment utiliser les ressources de la planète, comment utiliser ce que... ça touche un grand dossier, en tous les cas, sur la solidarité, les droits humains, l'équité. L'équité entre les peuples, l'équité entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, que ceux qui ont puissent au moins partager un peu, et localement, mais aussi à l'international. Lamine Foura, vous, sur le plan, voyons, peut-être religieux et international, là, hein? Moi, je dirais au niveau international, il y a deux événements qui ont marqué pour moi l'année 2008. C'est la rencontre qu'on avait déjà commentée, la rencontre du mois de novembre entre une délégation de musulmans et une délégation de représentants de la religion catholique au Vatican. Une rencontre qui est venue au moment où on peut dire qu'au niveau officiel au moins, les relations sont devenues très froides après la déclaration du pape, bien sûr. Et cette rencontre, pour moi, est très importante parce que c'est une rencontre de relancer le dialogue, au moins au niveau officiel, parce qu'il faut dire que le dialogue a continué au niveau informel, au niveau local, comme je l'avais déjà mentionné. Je pense que cet événement est très important. Il n'a pas été médiatisé comme il faut, mais reste que c'est un événement pour l'année 2008 qu'il faudra marquer. Un autre événement au niveau international, c'est les élections américaines. On sait très bien que tout le monde s'intéresse aux élections américaines depuis des années, mais je dirais que les élections de 2008 ont eu une particularité. Premièrement, par l'élection d'une minorité visible américaine, par un immigrant ou un enfant d'immigrant, et aussi avec un espoir d'un changement de la politique américaine au niveau international. Donc ces éléments ont fait en sorte que je pense qu'on a vécu des élections américaines d'une façon très particulière par rapport à ce qui s'est passé avant. En tous les cas, même ici au Canada, on a suivi vraiment là, de très très près cette élection-là. Avec des ambiguïtés, hein? Oui. expliquez-moi. Par exemple, les sondages... Nous sommes ambigus ou bien les... Tout à fait. Les sondages internationaux disaient que 74-75% des gens au Canada ou en France voulaient, et alors qu'on a tous élu des gouvernements de droite, hein, alors il y avait des ambiguïtés dans la façon dont nos relations, on aime bien que ça se passe chez les autres, là, mais chez nous, c'est plus compliqué. Oui, mais il y a des gens ici qui auraient souhaité avoir un Obama ici aussi, là, mais... ça, c'est une bonne question. Oui, Jean-Claude, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que cet événement-là, effectivement, est incontournable, ce qui s'est passé aux États-Unis? Je ne pense pas que les gens d'ici voudraient avoir les gouvernements qu'ils ont vraiment. Parce que beaucoup de gens restent chez eux et ne vont plus voter. La question, c'est pas est-ce que les gens sont incohérents, ils votent à droite alors qu'ils voudraient avoir un gouvernement de gauche. C'est est-ce qu'il y a une véritable alternative? Si les électeurs n'ont pas le choix, je les comprends au Canada. S'ils n'ont pas de vrai choix ici, je les comprends d'envier les Américains qui, eux, pour une fois, avaient, semble-t-il, un vrai choix. On verra si Obama peut faire très différemment des présidents qui l'ont précédé. Mais c'est l'espoir qui est évident aux États-Unis même et aussi ailleurs dans le monde. Mais est-ce que ça a quand même pour certains représenté un sens nouveau à la politique? Parce qu'ici, on parle du désintéressement là, qui est vraiment flagrant. Il y a un désintéressement du politique. Est-ce qu'aux États-Unis, on a ravivé un peu cette flamme-là, cette responsabilité-là? Moi, je pense que la crise économique qui a touché les Américains en premier lieu
a poussé les Américains à s'intéresser de plus en plus à la politique. Et une chose est sûre, et je pense que les failles du gouvernement de Bush au niveau économique ont aussi poussé les Américains à chercher une alternative. Mais par contre, l'élection de M. Obama est beaucoup plus que ça. Je pense qu'elle est le symbole d'un changement de mentalité, même s'il n'est pas généralisé, mais quand même le résultat est là. C'est une minorité visible, c'est un noir américain qui est pour la première fois président des États-Unis. Je pense que c'est un changement très important, au-delà des problèmes contextuels d'intérêt ou pas des Américains au niveau de la politique. Pour revenir au Québec, je dirais aussi un événement qui est en relation avec la politique, la présence pour la première fois d'un député de Québec solidaire, de la gauche québécoise, dans un Parlement québécois. Je trouve que c'est aussi un événement important. Amir Kadir. Oui, Amir Kadir, qui a été élu pour la première fois que Québec solidaire, qui a changé plusieurs fois de nom. Je pense qu'il y a... il y a l'annonce de quelque chose. Oui, exactement. Et au moins, on aura, dans le cadre de l'Assemblée nationale, l'expression d'un point de vue qui, jusqu'à présent, n'était pas là. Par contre, là où je pense qu'il y a eu une faille à ce niveau-là, c'est qu'on n'arrive pas encore à avoir un député vert au niveau fédéral. Et je pense que si ça démontre quelque chose, ça démontre quand même... Et pourtant, l'environnement est un sujet dont tous les gens parlent comme prioritaire, non? Oui et non, oui et non. Hein. Pendant les campagnes électorales, autant au fédéral, personne n'en a parlé. Personne. Oui, les partis verts en ont parlé, mais de façon assez étroite, disons. Les individus eux-mêmes trouvent que c'est un sujet important. Oui, je pense que personne n'est contre la Quand ça va bien, on se paye le luxe d'être vert. Ah bon? De vouloir le super luxe d'un environnement qui respecte la nature, la santé et tout ça. Mais quand la crise économique arrive, alors là, on abandonne l'écologie et on s'inquiète des emplois. Puis ça se comprend parce que c'est pas avec de l'écologie qu'on vit au jour le jour. Non, ça fait partie un peu aussi de la dignité. Pas encore, parce qu'on n'a pas réussi à convertir notre économie dans une économie qui est écologique. Qui respecte les gens et les ressources. Et aussi, est-ce qu'on est prêt à faire, au-delà de ce que ça va ou ça ne va pas, mais est-ce qu'on est prêt à faire des concessions dans la vie de tous les jours? Parce que quand on parle d'environnement, on parle d'un certain luxe qu'il faudra aujourd'hui remettre en cause, dans lequel on vit, et un confort, et qui peut toucher notre qualité de vie. Parce qu'on sait très bien que notre consommation d'énergie est reliée directement à au luxe dans lequel on vit. Notre surconsommation d'énergie. Juste un autre sujet dont on n'a pas du tout parlé, c'est les Premières Nations. Ni au fédéral, ni la campagne québécoise, personne n'en a parlé. Donc, il y a des sujets là qui sont extrêmement importants pour la collectivité que nous formons et qui sont tout à fait évacués. Oui, c'est vrai, peut-être pendant les campagnes électorales, mais il y a quand même quelque chose qui se passe du côté des églises, non? Au niveau fédéral, Harper a fait ses études de fait, puis rien d'autre. Au niveau des églises, là aussi, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a une longue historique pas de conflit, mais de tension. Il y a une rencontre, par contre, des évêques là, avec les Premières Nations pour essayer de trouver un dialogue. On essaie de trouver des voies de dialogue. L'Église unie, depuis une dizaine d'années particulièrement, a établi des processus de réconciliation. Il y a des choses qui se passent, mais ça demeure encore des individus ou des petits groupes qui font des tentatives très sincères, très honnêtes, mais ce n'est pas un mouvement général de la population. Quand on va parler de 2009 ou de 2010, ça va devenir une question extrêmement importante dans la vie québécoise et canadienne. Très bien. Alors donc, si je vous entends bien, tout finalement va ensemble. Hein? L'économie, le politique, la crise alimentaire, tout ça, c'est ensemble qu'on doit regarder ces dossiers-là. Dans une même société, certains aspects vont bien, d'autres vont mal, mais même si on ne le voit pas toujours, à l'échelle du monde, les choses se tiennent. On le voit très bien dans la finance, par exemple. Il y a des conséquences tout mais le temps sur aussi dans l'énergie. Ce qui se passe en Arabie saoudite n'est pas séparé de ce qui se passe aux États-Unis. Le prix du baril de pétrole, c'est important pour l'Arabie, c'est important pour l'automobiliste aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, on peut se demander si Obama, par exemple, pourra vraiment changer les choses en profondeur ou s'il va simplement aider
plus d'Américains à partager le rêve américain, mais qui n'est pas le rêve du restant de la planète. Hein? Parce que si tout le monde veut avoir une auto puis continuer de dépenser puis de polluer, c'est une chose. Est-ce que toute l'Afrique peut se permettre d'avoir des autos comme en Amérique du Nord? Est-ce que la Chine peut se permettre d'avoir des autos jusqu'à dans les derniers villages comme chez nous? C'est pas le cas. On ne pourra pas faire ça. Mais il y a une conscience alors là qu'il faudrait quand même revisiter, hein? Raviver. Il y a au moins un espoir. Oui, bon. Il y a au moins un espoir. J'arrive tout de suite parce que le temps nous presse. Vos prix citron, vous n'aimez pas trop ça? Prix navet, hein? Vous préférez, vous? C'est trop acide, le citron, je ne sais pas. Alors, prix citron, prix orange. Tiens, allons-y, Lamine. Moi, le citron, je donnerais à toute l'humanité. Je pense, par rapport à l'environnement, je pense qu'on parle beaucoup, mais on ne fait rien du tout. Il y a beaucoup, de plus en plus, des symptômes, je peux dire des symptômes de la catastrophe en vue et on ne bouge pas. On n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à sacrifier le luxe dans lequel on est pour réellement rentrer dans une démarche de protection de l'environnement. Et votre prix orange quand même? Bon, ce serait pour Bouchard-Taylor. D'avoir la commission, les deux commissaires qui ont pu, après une démarche très compliquée, très difficile, donner un rapport très conciliateur, bien que le rapport peut être critiqué sur plusieurs volets, mais ils ont pu quand même démontrer que c'est une crise imaginaire. Oui, par rapport à l'environnement, je suis d'accord. On vient d'avoir la conférence de Potsdam, là où l'espoir des écologistes est que le Canada fasse le moins de dommages possible. Mon prix citron à moi, c'était la population canadienne, et j'inclus le Québec là-dedans, d'avoir élu coup sur coup deux gouvernements de droite et sans aucune préoccupation ni pour l'environnement, ni pour la justice sociale, ni pour les Premières Nations. Mon prix orange, moi, ça va à un petit groupe de personnes extrêmement dévouées, extrêmement tenaces. C'est le groupe d'appui, de soutien à Abdelkader Belaouni, cet Algérien qui est dans le sanctuaire dans une église de Pointe-Saint-Charles depuis plus de 1000 jours maintenant, qui continue à faire des pressions, continue à le soutenir. Chapeau à ces gens-là, ils méritent notre admiration. Jean-Claude, prix citron, navet, si vous préférez. Je cite encore, mais pour le prix orange, là, une nouvelle qui m'a frappé, même si on ne l'a pas publié ici, je l'ai pris à Radio Vatican, c'est la mobilisation à Bruxelles de l'Église, des autorités de l'Église, pour loger les sans-abri ou les gens qui sont en difficulté. On est à Bruxelles, on est au cœur de la nouvelle Europe et il y a des gens qui n'ont même pas de quoi se loger. Et là, il y a eu une réaction. L'Église a pris le leadership de cette question-là. Ils sont prêts, si j'ai bien compris, à mettre des biens d'Église, des immeubles, des ressources, du personnel et à mobiliser d'autres secteurs de la société. Ça m'a rappelé que chez nous, on prétend qu'on a une crise du logement d'une façon chronique, puis je ne vois pas des mobilisations semblables. Il faut que ce soit toujours le gouvernement qui intervienne pour régler ça. Il me semble que l'ensemble de la société pourrait retrousser ses manches, puis il n'y a pas de raison, avec toutes les ressources qu'on a ici, qu'il y ait encore des gens qui soient mal logés. Une espérance pour l'année 2009, rapidement. David. Une espérance, bon, je crois que la crise financière va se continuer, va se transformer en crise économique, ça c'est sûr. Moi, je voudrais souligner qu'on n'a pas... ma personnalité de l'année à moi, c'était la Miss Québec, qui a fêté son 400e anniversaire de très belle façon. Ah oui. Alors, si on pouvait fêter de nouveau, trouver un autre événement comme ça qui nous transporte pour 2009, tant mieux. Disons un événement rassembleur. Un événement rassembleur qui est ça pour 2009. Jean-Claude. Moi, je pense que la crise économique qui s'en vient va être très profonde et va durer plus longtemps qu'on pense. Et ça va être l'occasion de refaire des choix, pas simplement dans le discours, mais aussi dans la pratique, dans l'organisation de nos vies. L'organisation du travail, ça va être évident, mais l'organisation aussi des loisirs, du logement, de la solidarité sociale. Et il me semble que là, ceux qui ont un discours sur le sens de la vie, sur l'importance de la solidarité, là, vont être mis à l'épreuve. Est-ce qu'on va s'en tenir à des déclarations ou si on va inventer une société nouvelle à la faveur de la crise qui jette à terre l'ancien système? Oui, Lamine. Évidemment, pour moi, c'est que M. Obama transforme l'espoir en réalité. Oui, puis ici, ça a des conséquences aussi sur notre société. Merci beaucoup, messieurs. Bonne année. Bonne année 2009. Bonne année à vous.